dans lequel une personne est identifiée comme différente et jugée négativement, menant à la discrimination et à des inégalités dans l'accès aux services, y compris des soins de santé et aux opportunités. Il faudrait savoir pourquoi utiliser ce thème, pourquoi la communication concernant ce thème, surtout dans le cadre de la lutte contre le paludisme, l'hépatite et le VIH. Il faudrait savoir que c'est une barrière majeure à l'accès aux soins en Afrique. Elle affecte particulièrement les adolescents et jeunes que nous sommes, que vous êtes, et elle a un impact accru pour les personnes vivant avec le VIH, la tuberculose, l'hépatite B et encore le paludisme. Et le contexte est aggravé par les effets du changement climatique et dans certains pays comme le Burkina Faso qui rencontrent des difficultés dans le cadre de la sécurité. Comme objectif, à la fin de cette communication, nous devons tous être capables de, premièrement, de comprendre les formes de stigmatisation liées aux maladies. Ensuite, d'analyser l'impact sur l'accès aux soins, d'explorer le rôle du changement climatique dans l'aggravation des vulnérabilités et proposer des pistes de solutions. Maintenant, qu'est-ce que c'est concrètement que la stigmatisation? Il faudrait savoir qu'en quelques mots, la stigmatisation nous fait penser à quoi concrètement? Nous avons les préjugés, les stéréotypes, la discrimination. Et dans la stigmatisation, pour bien la comprendre et bien lutter contre elle, il faudrait savoir qu'il y a plusieurs types de stigmatisation. Certaines personnes font la stigmatisation peut-être sans le savoir ou effectuent de la stigmatisation sur elles-mêmes. Donc, nous allons donc voir les types de stigmatisation. Et quand on dit type de stigmatisation, nous avons la stigmatisation sociale ou communautaire, la stigmatisation institutionnelle, l'autostigmatisation et la stigmatisation dans les services de santé. Nous avons aussi les stigmatisations qui sont perçues, les stigmatisations intersectionnelles et liées au climat. Dans les types de stigmatisation, nous allons un peu détailler chacun de ces stigmatisations pour qu'on puisse avoir un aperçu et comprendre concrètement ce que c'est. Donc, qu'est-ce que la stigmatisation sociale ou communautaire? Il faut savoir que c'est un rejet, une exclusion ou un jugement venant de la famille, des pairs, des voisins et de la communauté ou de l'école. Par exemple, une jeune fille vivant avec le VIH est évitée à l'école parce qu'elle peut infecter les autres, ce qui est totalement une idée fausse, mais c'est une sorte de stigmatisation, ce qui entraîne le fait qu'elle est à l'écart, elle fait une dépression et ça peut entraîner des conséquences irréversibles. Il faudrait aussi savoir que dans la stigmatisation institutionnelle, qu'est-ce qu'on entend par stigmatisation institutionnelle? C'est la discrimination intégrée dans les lois, les politiques publiques ou encore les procédures. Comme exemple, on peut avoir l'absence de services de santé adaptés uniquement pour les jeunes ou l'obligation d'accord parental pour certains services. Nous pouvons comprendre que quelqu'un qui veut faire un dépistage VIH doit avoir l'accord de ses parents. Et dans le cas où il y a une certaine honte ou une certaine distance, une barrière enfant et parents, c'est compliqué. Et le fait d'être soumis à cet accord parental rend le dépistage, pour ne pas dire caduque. En dehors de ça, on a l'autostigmatisation, c'est-à-dire la stigmatisation sur soi-même. Et qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est quand la discrimination, c'est la personne qui la fait sur soi-même inconsciemment. C'est la culpabilité, les préjugés ou les insultes qu'elle a entendues qui agissent sur elle. Comme exemple, on a un jeune qui vit avec le VIH, qui se perçoit comme un problème ou une personne qui est indigne d'amour. Un adolescent atteint par exemple d'hépatite B pense qu'il mérite d'être isolé, ce qui n'est absolument pas le cas. Comme autre type de stigmatisation, nous avons la stigmatisation dans les services de santé. Ce sont des attitudes négatives, des jugements ou pratiques discriminatoires venant des médecins, des infirmiers ou encore d'agents de santé. C'est l'exemple par exemple d'un jeune qui se rend dans un centre de santé et qui demande un test VIH. Donc, une infirmière peut commenter à ton âge pourquoi tu veux faire un test VIH et ça peut l'amener à être
moins ouverts à faire les tests VIH. Ce n'est pas forcément partout, mais une seule situation peut entraîner plusieurs autres situations. En dehors de cette stigmatisation, nous avons la stigmatisation perçue. La stigmatisation perçue, c'est quoi concrètement? La personne pense qu'elle va être rejetée ou discriminée, même si cela n'a pas encore eu lieu. Donc, on peut avoir, par exemple, un jeune qui évite le dépistage VIH de peur qu'on le voit entrer, par exemple, dans la salle, parce qu'on aura la mentalité après, ses camarades vont se moquer de lui, voilà. Ou une fille qui hésite, par exemple, à aller chercher le traitement car l'infirmière la regarde mal. Ça peut être un aperçu, mais je pense que chaque agent de santé, chaque personne qui participe dans cette ligne de conduite-là devrait voir comment réagir les autres. Parce qu'on le dit tout le temps, il ne suffit pas juste de dire ou de faire une chose. Il faut faire cette chose ou dire cette chose dans le cadre, bien sûr, de la sensibilité de la personne qui est en face de vous. En dehors de ça, nous avons la stigmatisation intersectionnelle. Et cette stigmatisation devient plus forte lorsque l'identité vulnérable se superpose. Par exemple, nous avons un jeune qui vit avec le VIH, qui a de la tuberculose ou encore qui est déplacé interne. Ça veut dire que plusieurs facteurs s'associent pour rendre encore plus difficile la situation. Nous avons aussi la stigmatisation qui est liée au stigma. Ici, c'est quoi? Par exemple, une personne qui se déplace d'une zone, par exemple, où il y a beaucoup de cas de VIH et va dans une zone où il y a moins de cas. Ils vont avoir tendance à dire, oh, vous avez quitté cette zone pour venir apporter le VIH dans notre partie. Donc, c'est à peu près ça. Ça, c'est un petit rappel concernant le paludisme, la tuberculose, l'hépatite B et C et le VIH. Il faudrait savoir que dans la majorité des cas, que ce soit concernant le VIH, concernant la tuberculose, l'hépatite B ou C, ou encore concernant le paludisme, la population source, la population premièrement atteinte, c'est les jeunes et les adolescents. Donc, ce qui montre une fois de plus que nous avons un rôle à jouer, un important rôle dans la prévention. Tout commence par nous. On aime dire que les jeunes, c'est l'avenir. Moi, je pense que les jeunes, c'est le présent, parce que ce sont les futurs décideurs de demain. Et pourquoi pas les décideurs actuellement? Donc, c'est juste un petit aperçu pour voir à peu près ce qui se passe et montrer que la région africaine est la cible de ces maladies. Donc, c'est en ce moment que nous devons nous lever. Dès que nous sortons de cette salle, c'est de sensibiliser tout un chacun pour qu'on sache ce que c'est concrètement que ces maladies et les éviter. En dehors de ça, nous allons dire pourquoi certaines maladies sont stigmatisantes. Il y a plusieurs causes. Et selon ces causes, je peux citer 4, à savoir la peur de la contagion. Les gens disent, quelqu'un qui a le VIH va me contaminer. C'est vrai qu'il y a une certaine contamination que ça, mais ce n'est pas forcément une contamination comme tout le monde le pense. Donc ici, c'est la sensibilisation qui est la clé pour éviter tous ces malentendus. En dehors de ça aussi, nous avons le manque d'informations, les croyances socio-culturelles ou encore les associations morales. Nous avons des stéréotypes et des idées que nous avons ancrées à nous. C'est par exemple l'exemple aussi de COVID-19 où, lors d'une sensibilisation, j'ai eu à demander à des femmes qui n'acceptaient pas de se faire vacciner pourquoi elles ne se vaccinent pas. Et elles m'ont dit, parce qu'on a dit que ça rend stérile. C'est vraiment des stéréotypes qui restent dans la tête, mais qui, à long terme, entraînent beaucoup de dégâts. Donc, j'encourage tout un chacun à la sensibilisation et à donner la bonne information. Maintenant, conséquences. On a dit la stigmatisation, c'est une mauvaise chose. On a plusieurs types de stigmatisation. Mais qu'est-ce que ça peut entraîner concrètement comme conséquence? Et quand je dis conséquences, c'est surtout les conséquences négatives. Je ne vois aucune conséquence positive à la stigmatisation. Et comme conséquence, nous avons d'abord les conséquences sur le dépistage, à savoir la peur de se rendre dans les centres de santé, le dépistage tardif. Et en dehors du dépistage tardif, on peut même ne même pas avoir les dépistages. Conséquences sur le traitement, la non-observance, parce que il faut tout le temps se rendre au centre de santé pour avoir les traitements dans le cadre du VIH ou encore de la tuberculose. Et une personne qui se sent mal, une personne qui se sent pas soutenue, n'ira jamais dans un centre pour prendre des médicaments, surtout que c'est des médicaments qu'on prend par jour. Donc, la personne va rater les traitements, ne viendra pas au traitement, deviendra un perdu de vue et tout ça va
empirer la maladie. Nous avons aussi les arrêts du traitement encore dans la même logique par la honte, les retards de prise en charge du paludisme qui va entraîner des complications graves et même de voir la mort. Nous avons aussi les conséquences sur le système de santé, à savoir la surmortalité évitable et la transmission communautaire accrue. Là, on a la perte de confiance dans les structures aussi de santé. Les impacts du changement climatique aussi sont présents, à savoir l'augmentation du taux de cas de paludisme, les crises humanitaires avec les déplacements forcés, la pression sur les systèmes de santé et la discrimination accrue des jeunes parmi les premiers exposés aux risques environnementaux. Les facteurs amplificateurs maintenant en Afrique. En Afrique, qu'est-ce qu'on peut avoir comme facteur qui va amplifier cette stigmatisation? Et comme facteur, nous avons les facteurs socioculturels. Par là, je vais entendre les croyances traditionnelles, le rôle de la famille et de la communauté et les normes de genre. Nous allons aussi avoir la vulnérabilité économique, c'est-à-dire les coûts directs et les coûts indirects durant les maladies. Coût direct, je dirais, le fait d'aller à l'hôpital, de faire des examens pour voir l'avancement de la maladie, et indirect dans le cadre où une personne se lève chez elle, prend une voiture pour aller se rendre au centre de santé et les petites choses de côté. Et nous avons aussi les effets sur les femmes et les enfants qui vont peut-être dépendre, si je peux le dire, de l'homme. En dehors de ça, on a la faiblesse du système de santé où la confidentialité malheureusement est faible et le personnel est deux fois insuffisant. Nous avons aussi les ruptures de stock des médicaments parce que ce sont des médicaments en général qui sont subventionnés. Comme stratégie de réduction de la stigmatisation, nous avons plusieurs étapes. Comme l'approche patient-centrique, c'est-à-dire respecter le patient, sa confidentialité, avoir de l'empathie avec le patient. Et les services de santé publique qui seront plus accueillants, qui vont motiver tout le monde à venir exposer son problème, ses réalités et avoir un traitement adapté. Nous avons aussi les formations anti-stigmatisation. C'est un exemple de ce que l'on fait actuellement. Donner à tout un chacun l'information pour qu'il ne stigmatise pas une autre personne. Lui dire que les remarques qu'il pourrait faire, peut-être sans arrière-pensée, pouvaient entraîner une dépression, voire la mort même chez certaines personnes. Et prendre la chose très au sérieux. Nous avons aussi l'amélioration des counseling. L'amélioration des counseling, c'est quoi? Donner une bonne information et ne pas être au même niveau. Un agent de santé, par exemple, peut donner des informations, mais qui est seulement compréhensible dans le cadre de la santé. Donc, ça serait bien d'utiliser un vocabulaire accessible à tous. En dehors de ça, nous avons aussi la communication et l'éducation communautaire. Qu'est-ce qu'on attend par cela? C'est la sensibilisation et l'éducation continue dans les écoles, lors des formations, lors des conférences et tout. Et l'implication des leaders communautaires et religieux. Communautaires et religieux, parce que ce sont des points clés. Vous pouvez aller dans un lieu, vous donner une information, mais les gens ne vous prennent pas au sérieux. Ils ne vous connaissent pas, ils ne savent pas d'où vous venez. Mais quand quelqu'un qu'ils connaissent, aussi bien un leader communautaire ou religieux est dans la salle, ça aide beaucoup. Les témoignages aussi des survivants, des témoignages des gens qui ont vécu la même chose et qui vous encouragent à aller vers les centres de santé et à adapter des aptitudes et des comportements adaptés. L'utilisation aussi des médias à travers des théâtres et autres choses, briser les mythes, ce que les gens pensent qui sont totalement faux et qui ne motivent aucune personne. Nous avons aussi les textes anti-discrimination, l'intégration des soins, c'est-à-dire comme la tuberculose, le VIH, le paludisme ou alors l'hépatite, l'amélioration du dépistage communautaire et le financement périn. Nous avons aussi, dans le cadre des innovations et stratégies efficaces, l'autodépistage VIH. C'est-à-dire un traitement contre la tuberculose en approche communautaire. Il faut avoir aussi des notions d'envoyer simultanément des SMS dans le cadre de l'information. Ou si des gens ont des questions à poser, qu'ils puissent envoyer des questions de manière anonyme et avoir des réponses auprès de professionnels qui sont des réponses vraies et qui aident beaucoup. Les stratégies pour les femmes enceintes aussi, parce que ce sont des femmes, c'est une population cible. En conclusion, qu'est-ce que je peux dire concrètement sur la stigmatisation? Et qu'est-ce qu'on peut retenir de cette session? Il faudrait retenir que la stigmatisation, c'est une
barrière concrètement qui est majeure. Elle se bat par l'information et par l'intégration, l'humanisation des soins. Investir dans la réduction de la stigmatisation sauve des vies. Parce qu'on ne le dit pas, mais la majorité des personnes et plusieurs personnes de plus en plus souffrent de dépression. Et qui dit dépression dit une part de stigmatisation. Donc, en sortant de cette salle et en adoptant une attitude non stigmatisante, va déjà faire avancer beaucoup de choses. Thank you for your attention. Maintenant, comme une dernière chose à dire, please, can I have slide? I don't need presentation. I have written things for the end. Okay. Please, let's say it together. Stop stigma. Together, please. Stop stigma. Stop stigma. Thank you. Okay. Hello. Let's give a round of applause. Thank you. I think at this moment we can have 2-3 questions for the speaker before she leaves this podium. Any questions? Yes, right there. Bonjour et merci à notre sœur du Burkina Faso. Je me nomme Issa Karim, je viens du Niger, je suis acteur communautaire. Donc, c'est pour l'encourager et vraiment, elle a touché du doigt ce auquel nous sommes confrontés dans nos pays, la stigmatisation. En dehors même des bénéfices des populations qui sont ciblées, nous, acteurs même, nous sommes souvent confrontés à cette stigmatisation. Je prends notre cas simple. Au Niger, nous sommes la plus grande structure qui intervient au niveau des hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, les populations claires en général. Même au niveau communautaire, dans les ONG, quand nous intervenons, on nous dit « Ah, ce sont eux qui travaillent avec les MSM, les HSH ». Donc déjà, nous-mêmes en tant qu'acteurs, nous sommes identifiés, nous sommes stigmatisés, à plus forte raison, ceux qui sont les vrais concernés. Donc c'est un problème qui nous touche bras le corps, sur lequel nous sommes en train de tout faire vraiment pour améliorer les cas. Et c'est pour cela que nous encourageons la paire éducation et nous avons eu une très belle stratégie de travailler avec les centres de santé de l'État. On a pris des agents de santé, on les a formés, ils sont adhérés à notre cause qui interviennent eux-mêmes avec les populations clés aujourd'hui. Donc vraiment, je vous encourage, c'est un problème sérieux que nous possédons. Merci. Thank you so much. Thank you. Good morning, everyone. Allow me to ask my question in English or comment. Thank you very much, our speaker, for an amazing presentation. My question or my concern would be, you have concluded by making us support you in the slogan, Stop Stigma. But looking at your presentation, some of the strategies that you've highlighted talks about the kind of stigmas that we experience in our spaces diversely. I'm looking at the space of the young people, and especially with a focus on the social media engagement. It is known world over, and specifically in our region, that the Gen Zs or the young people are rising, especially on the social spaces. So how can you, as young people, leverage on some of these social media engagement spaces to sell out the narrative about stopping stigma and coming up with communication that speaks to the young people? I can see the MCs pointing at me. So what are we going to do in terms of just coming together as young people and being able to articulate the strategies that we are talking about so that this can be a conversation that cuts across the region and globally at large? Thank you. Okay. Thank you so much.
Okay, I hope someone to translate for her for the question. Docteur Soro, j'aimerais dire merci pour la présentation qui était quand même de bonne qualité. Et là, moi, mon intervention serait au niveau du partage d'expérience. Parce que là, vous avez fait une présentation qui parle de stigmatisation à laquelle nous sommes vraiment tous victimes ou sujets dans les différents pays. Mais là, au niveau du Burkina Faso dont vous venez, quelles sont réellement les actions concrètes qui sont mises en œuvre pour que les jeunes de votre pays, par exemple, puissent ne pas être trop victimes de stigmatisation ou réduire les effets de la stigmatisation, tant au niveau de la mise en place des centres ou des services dédiés et aussi au niveau de la prévention de la stigmatisation chez les prestataires et les communautaires. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu l'expérience du Burkina? D'accord. Any other questions? Okay, I think we can start answering. OK. Déjà, merci beaucoup pour l'apport de la première personne. Merci beaucoup de nous avoir partagé l'expérience du Niger. Nous prendrons acte et quand nous retournerons dans notre pays, le Burkina Faso, nous essaierons de voir dans quelle mesure, si ce que vous dites n'est pas encore adapté chez nous, comment on peut améliorer ça et pourquoi pas mettre fin concrètement à la stigmatisation. Parce que c'est vraiment une chose parlante, mais que certaines personnes négligent entre griffes. Merci beaucoup. Pour la deuxième communication, je pense que la question était adressée surtout dans le cadre des actions des jeunes. Et qu'est-ce qu'on fait comme jeunes? Je pense que la première des choses, en tant que jeune, on peut être confronté à des problèmes de financement. Ça, c'est la première des choses. Mais il y a des aptitudes et des choses qu'on a adoptées, par exemple, au Burkina Faso, où on peut faire des, comment on dit ça, des communications, des sensibilisations à travers des choses attractives. Par exemple, des théâtres où en fait, on fait une communication avec une grande salle et on donne les informations justes. Et qu'est-ce qu'on fait? On donne à chacun une fiche d'engagement qui peut peut-être les motiver. Et à la fin de chaque session, ils prennent cet engagement-là dès qu'ils sortent de la salle, quand ils croisent une personne, quand ils voient un moment de stigmatisation, ils prennent acte. Ils refusent d'être passifs. Et dans cette logique-là, chaque jeune peut participer, aussi bien dans le cadre de l'engagement communautaire, où nous pouvons partir dans les marchés, dans les lieux publics, pour parler de la stigmatisation, bien sûr en plusieurs langues, pour que tout le monde ait accès à cette information. Parce que je me dis que deux fois, le problème, c'est vraiment l'information, la mauvaise information, la désinformation, surtout dans le cadre de l'essor technologique, où on a WhatsApp, Facebook, TikTok, beaucoup de choses qui laissent place, si je peux le dire comme ça, à la moquerie sur les réseaux sociaux et d'autres choses. Voilà. Donc, en tant que jeune, ce sont des petites choses que l'on peut faire déjà. Et bien sûr, dans le cadre des plaidoyers, nous pouvons atteindre les personnes responsables, c'est-à-dire les agents, aussi bien de santé, le gouvernement et les associations ou structures qui sont adaptées dans ce cadre-là pour améliorer les choses. Comme on le dit, tant qu'on est jeune, tant qu'on respire, et qu'on peut se lever le matin et parler, nous pouvons avoir des changements dans le monde et c'est à partir de cela que nous allons faire de grandes choses. Donc, commençons à faire des petites choses avec grandeur et par la suite, vous verrez que vous allez changer les choses. Soyons le changement que nous voulons voir chez les autres. Concernant le troisième intervenant, il a eu à demander si nous avons des politiques entre griffes, comment on gère cette stigmatisation-là au Burkina Faso. Merci beaucoup pour cette question. En réalité, au Burkina Faso, j'ai eu à parler de la sensibilisation et la sensibilisation. La sensibilisation, c'est super important parce que je me dis que c'est l'origine même de cette lutte. Donner une bonne information. Si vous vous levez aujourd'hui et que vous dites que le VIH, par exemple, est une maladie contagieuse, quand tu touches une personne, elle a le VIH et que ça se propage sur les réseaux sociaux, tout le monde aura cette mentalité-là. Ils ne chercheront pas forcément à vérifier si c'est une fausse information ou si c'est une information juste comme ça dans le cadre de la blague. Donc, c'est vraiment ça d'abord, la sensibiliser, donner la bonne information. Et dans le cas des agents de santé, c'est encore les sensibiliser sur comment prendre en charge une bonne personne. Et s'ils le font déjà bien, pourquoi pas améliorer? Parce que toute chose, personne n'est parfait et toute chose va de perfection en perfection.
Voilà. Et dans le cadre aussi des jeunes, c'est la sensibilisation, parler, les faire adopter des actions positives pour éviter ces choses-là. Donc, en gros, c'est ça. Et dans le cadre de l'État aussi, et dans le cadre de l'État, c'est un peu pareil. Ils essaient de toucher les points focaux pour que tout le monde soit à la même hauteur, pour que tout le monde ait accès aux informations et vulgariser les choses en parlant de ça dans des émissions, radio ou encore la télévision. Donc, j'encourage tout un chacun à la fin de cette session de sortir, de faire un message sur leurs réseaux sociaux pour arrêter la stigmatisation, car le mot d'ordre d'aujourd'hui, c'est Stop Stigma. Je vous remercie. Thank you. Give another round of applause as she takes her seat. Okay. Good morning once again. I would like to take this moment to answer the question from the lady at the center. Hi, you're from Kenya, right? Yeah, I figured. Now, you asked a question in regards to the use of social media to amplify advocacy. It was right on time where that was about to be the next presentation. So your question will be answered. Now, in my country back home, Kenya, I am a content creator. I have a platform with over 100,000 followers, and I've seen what content can do. I've seen what influencing can do. I've seen what individual platforms can do. We are moving into an age where individuals with platforms of massive followings can change policies, can shape laws. Back home in my country, we've had two major protests in the last 2 years. We had a protest on femicide and we had a protest on the Finance Bill 2024. It was massive. We were published on BBC Africa. We were so excited. And the reason why this protest was such a big deal is because of the use of social media. Young people going to the streets, young people shouting, young people posting about it. It was a revolution in my country where we had people in the streets, people on social media, people posting about it, people doing documentaries right from their home. It created buzz all over. It brought eyes to our country for people to understand why are young people fighting against these taxes? Why were young girls fighting against femicide? Because we had to go to the streets. We had to put up petitions for femicide to be regarded as law in our country, which wasn't. The killing of women was sadly at an extreme high, but they were just terming it as GBV. But that wasn't GBV. That was plain outright femicide. But we had to go to the streets. We had to fight using social media to amplify our message. And our message got to the right people. Now, we live in a moment where the power of influence, the power to influence, to mobilize, educate, and shift now exists in the palm of our hands. Today, when we are speaking of digital platforms, be it Instagram, TikTok, X, YouTube, they've become strategic instruments for advocacy, resource mobilization, and large-scale amplification of what we are doing. Across Africa, young people are using digital platforms to change harmful systems, to demand accountability from leaders, to create new forms of community education. Digital advocacy has three unique strengths that we've seen in our country play at hand. One is speed. Information moves instantly. If I need to speak to someone in Ghana and I'm in Kenya, my phone is enough to do that. I don't need to fly here to make the message stand. When harmful policy is proposed, when GBV rose in South Africa, when funding cuts risk the progress, youths do not wait for a large pre-conference or a large conference like ICASA to happen. We can simply speak up from our voices ahead. They respond immediately, shaping narrative before misinformation takes root.
So when we are speaking about how digital can be used, we live in an age where information can move vastly amongst the continents without waiting for a major conference to take place. We have accessibility. Digital platforms democratize advocacy. A young person without institutional backing, funding, or political connections can still influence thousands. We've seen what happened in South Africa with the Purple Campaign. It was a massive campaign that very many people in Southern, Central, and Eastern Africa were changing their profile pictures in their social media to purple. That was a massive campaign that showed the impact of social media. Everyone backing a country that was fighting something that was not necessarily affecting only them, but it was massive. That showed the accessibility to the information. Lastly, we have authenticity. People trust stories from lived experiences. They connect with faces, voices, and real human stories. When someone picks up that phone and shares what they've experienced in their country, in their houses, in their homes, that is enough. That is enough to change a view, to change a law. When we have people speaking in massive voices in a country, if you want advocacy to speak out, the authenticity we have in Kenya, South Africa, Nigeria, Zimbabwe, and beyond, we've seen digital campaigns shift public consequences, pressure the governments to change laws, and inspire national dialogue where topics can be discussed on social media. We have X spaces that you can have thousands and thousands of people join in to pitch in their pointers without having to fly to a whole country to have a conference. That is the power of digital. Digital media can be used as a source for as a tool for resource mobilization. Digital platforms are no longer just communication tools where we're just passing information. Crowdfunding can happen on social media platforms, building credibility through visibility. The more you're seen, the more your organizations are seen. Back home, I run a digital media company that helps organizations do this in the perfect way possible. With the incoming of AI, we no longer do marketing in a form where it is just second guessing what we're doing. Right now, AI helps us to really track down where we want our information to go. If I want the information to go to a certain part of Nairobi and only attract women of the age of 18 to 20 of this number, it will get to them. AI has helped us do that. So information nowadays is no longer a matter of it just landing on people that it doesn't matter. With the coming of AI and digital in it, we have spaces, we have tools that we can use to make sure information and the visibility that we want in the advocacy that we are building is credible and it's sustainable for the people we are speaking to. Attracting corporate and philanthropic partners is much easier. Brands, philanthropists increasingly invest in organizations that demonstrate strong digital presence and community engagement. We have stats like V Kativu, who sits in the UK, who has an organization that fights for the educational rights of young girls. She recently got funding nearly $1 million for organization just because of her digital presence. It created visibility. The funders didn't have to second guess what she does, who she is, who she serves. Her digital footprint was used to give her credibility for this. Lastly, we have digital media as a tool for amplification. At ICASA, we share knowledge, strategies, innovations, but they must live beyond this room. It must live beyond this conference. Digital media is how messages travel from conference halls to homes, villages, parliaments, and global spaces. Sustainability advocacy beyond events, beyond this ICASA. The videos that have been taken can still be used to push advocacy for the message we want to push out. Reaching young people where they already are. We keep on, older generation, keep on asking, how can we reach young people? How can we tap into young people's minds? They're always on their phone, guys. We are always on our phones. You want to reach young people, use social media to amplify your messages, and you will tap into the young people's minds.
creating a continental echo chamber where one country speaks, digital media allows others to echo the message. I will keep on using South Africa as an example. South Africa was speaking against GBV, and the whole of Southern Africa, Eastern Africa, Central Africa, and I believe the whole of Africa echoed the message of GBV. A voice in Lusaka can mobilize youth in Dakar. Digital platforms create a Pan-African ecosystem for solidarity. As you return to your organizations and countries, what I say is document your work. Share your projects online. Tell your stories. I am very big on storytelling back in my country. And even in this ICASA conference, I will sit down with my digital team and we'll find ways on how the videos that have been taken, the stories that have been shared, the interviews that have been had, we're going to share the stories on our platform so that the messages that have been had here, there's someone back home who this message, this conference can still touch them with the stories that we will do on social media. Using digital media intentionally, not for performance, but for impact. Not to just tick a box in your organization that we have digital presence, because the future of Africa's health response will not only be shaped in a conference, in a conference room where we're only having a handful of people talking about it. It will be shaped on screens, in stories, and in digital voices of young people refusing to be ignored. The more you're scrolling on that TikTok or Instagram or a status of your friend and you come across a video of a young person or another person speaking about advocacy and impact, that is good enough. You've been heard. You've had a space to share your story. Digital media is not a side tool. It's not something, like I said, it's not just a tick on the checklist that you have to tick out. It is the backbone of modern advocacy. You want your strategies to be heard. You want your advocacy to be heard. You want funders to hear you. You want donors to hear you. You want young people to continue pushing the agenda that you have so fought for the longest time, for years and decades, and you're wondering who are you passing on the baton to? Who is continuing the legacy and the generation that you've built? It is young people in digital spaces. And in the hands of youth, it is definitely unstoppable. I keep on saying back home, we've grown up with social media. We don't have to be taught about it. We don't have to go to school about it. It's that thing that we've grown with, and it is perfect for us. I hope in my presentation I've answered your question and I've been able to deliver a perfect message. Thank you very much for having me. Our time is up for the youth special session, and I would like to close. We've had Soros speak, we've had I speak. Unfortunately, we had two other speakers who have not been able to make it here today. But I know their presentations would have been lovely and it would have spoken to the agenda of this conference. On behalf of the Youth Program Committee, I thank for their time, all the delegates for attending, your insights, your commitment. I encourage everyone to carry these conversations into the broader ICASA agenda as we close today and continue building, continue shaping our policies and sustainable solutions to end HIV and AIDS, TB, malaria across the continent. Thank you very much for your presence, attention, and enjoy the closing today.